17 milliards derrière, c'est le budget que la CNI réclame, en plus des 40 milliards prévus dans la loi de finances 2018 pour réaliser la prochaine élection, une stratégie pour repousser les élections d'après l'opinion publique. Outre le parti politique Malagas Miramieng, les Raimanjenumzour réclament également que l'accord politique, si un tel document a bel et bien été conclu, soit rendu public, un appel destiné à la Haute Cour constitutionnelle. Une nouvelle Turquie, Erdogan réélu dès le premier tour, l'opposition reconnaît les résultats. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, 17 milliards derrière, c'est le budget que la CNI réclame, en plus des 40 milliards derrière prévus dans la loi de finances 2018 pour réaliser la prochaine élection. Une stratégie pour repousser les élections d'après l'opinion publique. Reportage de Feizo Rafale. Et le budget qui figure dans la loi de finances ? 40 milliards derrière. Est-ce que c'est suffisant pour les élections ? Oui, c'est largement suffisant pour les élections. C'est ce que le président de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré dernièrement. Et pourtant aujourd'hui, ce budget de 40 milliards derrière prévu par la loi de finances ne s'avère plus suffisant. D'après les informations reçues, la CNI réclame un montant supplémentaire de 17 milliards derrière pour mettre en place l'élection. L'opinion publique se demande alors qu'en est la raison et craint que ce soit une nouvelle manœuvre pour ajourner la prochaine élection. Face à cela, le vice-président de la CNI a tenu à apporter certaines explications. Un nouveau code électoral a été promulgué et certains points de ce nouveau texte demandent une augmentation du budget nécessaire. D'autre part, il y a également l'aide promise par la communauté internationale pour la réalisation de la prochaine élection. Pour l'instant, cette aide n'a pas encore été donnée en totalité. Rappelons que dans sa décision, la HCC a imposé la réalisation d'une élection anticipée quant à la proposition de la CNI. Quant à la date de l'élection, elle a été remise aux membres du gouvernement la semaine dernière, une proposition dans laquelle l'élection devrait se tenir entre le 29 août et le 29 novembre. Outre le parti politique Malagas Miramieng, les Raimanjenumzour réclament également que l'accord politique, si un tel document a bel et bien été conclu, soit rendu public, un appel destiné à la Haute Cour constitutionnelle. Reportage. Face à la situation actuelle du pays et les tensions qui règnent actuellement, l'association des Raimanjenumzour ou RRM demande une preuve de l'existence de l'accord politique qui, soit 10 ans, a permis de mettre en place ce nouveau gouvernement. Un accord politique qui devrait impliquer tous les acteurs politiques. Cette association réclame de ce fait, notamment à la Haute Cour constitutionnelle, que les termes de cet accord soient rendus publics. Concernant cet accord politique, est-ce qu'il existe vraiment ou pas? Où sont les preuves? Jusqu'ici, c'est flou. Nous demandons donc à la HCC, si cela leur est possible, de rendre cet accord public. À notre connaissance, cet accord devrait être inclusif. Ce dont le pays a besoin actuellement, c'est de vérité, de paix et de sérénité. Si un accord politique a été signé, c'est que sa signature a dû être précédée d'un échange, d'une discussion, et un tel accord doit être commun à tous. Toujours selon leurs explications, les Raimanjenumzour réclament également que la HCC donne plus en plus d'explications concernant ce qu'est un accord politique. À 2 reprises déjà, cette association a demandé une rencontre avec la HCC, la première avant le 25 mai, date de publication de la décision de cette dernière, et la seconde après,
Toutefois, leur requête est restée jusqu'à ce jour sans retour. Mais également dans l'actualité de ce jour, samedi dernier, lors de l'inauguration de la centrale photovoltaïque à Mbatulimp, le président de la République a déclaré qu'il s'agissait d'un projet présidentiel. Une annonce qui n'a pas manqué de surprendre les observateurs, puisque d'après les informations reçues, il s'agit là d'une infrastructure réalisée et gérée par l'entreprise Green Yellow. Reportage. La nouvelle centrale photovoltaïque d'Mbatulimp est un projet présidentiel. C'est ce qui est inscrit sur un panneau de la commune d'Amboipionan, district d'Mbatulimp, lors de l'inauguration de cette infrastructure samedi dernier. Et pourtant, d'après les informations regroupées, c'est l'entreprise privée Green Yellow qui a construit et qui gère cette infrastructure. La déclaration faite lors du début de la construction et celle faite samedi dernier lors de l'inauguration diffèrent l'une de l'autre. Il y a eu contradiction dans la déclaration du service de communication au niveau de la présidence lors de la pose de la première pierre et lors de l'inauguration. Il s'agit d'une injection. Le Green Yellow envoie l'énergie obtenue de la centrale à travers un réseau interconnecté d'Antananarivo à Ntsirabe. C'est un partenariat public-privé, mais jusqu'où va l'apport de l'État dans ce projet? Est-ce un apport d'ordre financier ou autre? Sur ce point, vous avez raison de douter. Ce projet est loin d'être transparent d'après ce spécialiste. C'est vrai que c'est un projet présidentiel, mais est-ce que cela appartient à l'État? C'est à voir. Il faut voir le contrat pour pouvoir émettre une affirmation. Il s'agit d'un projet privé. Il serait très intéressant de connaître le coût de chaque kilowattheure pour cette injection. Actuellement, nous sommes loin de vivre dans une totale transparence. Pour l'opinion publique, la réalisation d'une telle infrastructure est importante, mais cela nécessite une transparence. Si cette centrale a été réalisée par l'État, combien a-t-elle coûté? Sinon, s'il s'agit d'un partenariat avec le secteur privé dans le cadre 3P, quel a été le rôle de l'État? Les explications à ce propos sont fortement attendues. Et le plan sectoriel de l'éducation au PSE n'a pas été élaboré en faveur des élèves et des parents d'élèves. Le ministère a voulu mettre en place ce nouveau système éducatif suite à un financement y afférent, d'après les explications d'un enseignant phénoménologue. Reportage. Le ministère de l'Éducation nationale a été contraint d'élaborer le plan sectoriel de l'éducation car ce projet a reçu un financement énorme selon les explications d'un enseignant phénoménologue. Le ministère de l'Éducation est toujours une préoccupation fondamentale pour le régime en place parce que là, il y a vraiment un investissement énorme, c'est-à-dire des 1000 milliards d'ariars qui sont déjà investis dans ces programmes-là. Et le fait même de penser à une réforme parce qu'on a de financement, on dirait que l'éducation à Madagascar est toujours politisée. Les 9 années de cursus scolaire permettant de décrocher le premier diplôme sont assez longues pour les parents et pour les élèves si on applique ce nouveau système éducatif, toujours d'après les explications. Faute même des moyens pour ces étudiants-là, donc ils n'ont pas beaucoup de courage, de motivation à venir en classe. Donc s'il faut aller jusqu'à 9 ans, je crois qu'ils vont abandonner à mi-chemin ce cursus-là ou cette étude-là. Donc rien ne nous garantit que ça réussit vraiment au niveau même de l'efficacité de la formation que nous voulons transmettre à ces étudiants. La rentrée scolaire appliquant ce plan sectoriel de l'éducation est prévue pour le mois de mars 2020. Et avant de passer aux actualités internationales, au cours du rallye Nankang Visca Power à SACM 2018, l'équipage de Daniel Rabetafk de la Satana et de Inge Ndjenanarville du club FMMSM pilotant la Peugeot 207 Pirelli Yako Cool TV a remporté la première place de la catégorie 2 roues motrices et la catégorie M12 malgré les problèmes rencontrés. Dans le rang général de ce championnat de rallye, ils ont été classés dans le top 10 en 6e position avec un temps de 1h52 minutes et 20 secondes.
Et place maintenant aux actualités internationales. Une nouvelle Turquie, Erdogan réélu dès le premier tour. L'opposition reconnaît les résultats. Reportage de France 24. Dans un convoi immense, Recep Tayyip Erdogan file vers son deuxième mandat. Face à ses partisans réunis devant le siège de son parti, le président turc savoure sa victoire. Le président de la commission électorale vient de déclarer que le vainqueur de l'élection présidentielle, élu à la majorité absolue, est Monsieur Erdogan. Dès l'annonce des résultats partiels, les électeurs de l'AKP se sont rassemblés massivement dans les rues. Pour eux, la victoire ne faisait aucun doute. Nous avons voté de façon responsable, nationalement et religieusement. Et on a dit à tout le monde autour de nous de faire pareil. Dieu merci, nous avons gagné. Le candidat du CHP, Muharrem İnce, portait tous les espoirs de l'opposition. Après avoir dénoncé des fraudes dans un premier temps, il a finalement reconnu sa défaite ce lundi. Il n'y a aucune différence significative entre les documents qui ont été transmis par nos agents des bureaux de vote et les chiffres et résultats annoncés par le Conseil suprême électoral. J'accepte donc les résultats de l'élection. Mais pour ses soutiens, le jour est grave. En 1922, nous avons construit une république. Maintenant, presque 100 ans après, nous avons perdu notre culture démocratique. Ce scrutin marque aussi le passage du système parlementaire à un système présidentiel renforcé, conséquence de la réforme constitutionnelle adoptée par référendum l'année dernière. Et série d'arrestations en France, coup de filet dans le milieu de l'ultra-droite. 10 personnes arrêtées, accusées de préparer des attaques contre des musulmans. Reportage de France 24. Arrêté à Ajaccio dans la nuit de samedi à dimanche, l'un des 10 militants de l'ultra-droite soupçonné de préparer un attentat contre des musulmans. Arrêté par les hommes du raid, l'homme était suspecté d'être membre d'une cellule clandestine. Avec lui, 9 autres personnes ont été arrêtées samedi soir. Elles ont entre 32 et 69 ans. Parmi elles figurent un ancien haut fonctionnaire, une femme et un ancien policier. Ce serait lui, le chef de file de ce réseau. Il a été arrêté ici, chez lui, près de Poitiers. Eh bien, moi, j'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit. Sa fille a refusé de faire le moindre commentaire. Sous surveillance des services de renseignement depuis plusieurs semaines, la cellule semblait chercher à se procurer des armes et à fabriquer des grenades explosives. Outre la Corse, les arrestations ont eu lieu en région parisienne, dans la Vienne et en Charente-Maritime. Selon les enquêteurs, la cellule projetait une action violente encore mal définie contre la communauté musulmane. Les suspects gravitaient autour d'un groupuscule d'ultra-droite appelé AFO, pour Action Forces Opérationnelles. Son site internet mélange pêle-mêle des références guerrières, d'autodéfense citoyenne et des références liées à la radicalisation musulmane en France. Le site renvoie explicitement à des vidéos pour apprendre à manier les armes. Des groupuscules qui se sont renforcés depuis la vague d'attentats en France. On a des gens qui en fait sont partisans de régler le problème de l'islam radical d'abord eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance dans l'État. Ils pensent que la riposte de l'État n'est pas suffisante et qu'eux, qui sont des hommes d'ordre, de métier, sont en fait une espèce de phalange d'élite qui est là pour résoudre le problème. Pour les services de renseignement, la radicalisation de groupuscules d'extrême droite était prévisible. En juin 2016, l'ancien directeur de la DGSI déclarait « Vous aurez une confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman, pas les islamistes, mais bien le monde musulman ». Il y a parmi ces quelques centaines de personnes, quelques dizaines d'individus qui sont capables, eux, de s'organiser de façon plus clandestine. Et ceux-là sont tout particulièrement surveillés par les services de renseignement. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a salué l'engagement des services de renseignement face à toute action violente, d'où qu'elle vienne. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. 17 milliards d'arrières, c'est le budget que la CENI réclame, en plus des 40 milliards d'arrières prévus dans la loi de finances 2018 pour réaliser la prochaine élection. Une stratégie pour repousser les élections, d'après l'opinion publique.
Et outre le parti politique Malagasy Miramieng, les Rayamandjenzou réclament également que l'accord politique, si un tel document a bel et bien été conclu, soit rendu public. Un appel destiné à la Haute Cour constitutionnelle. Et enfin, une nouvelle Turquie. Erdogan réélu dès le premier tour. L'opposition reconnaît les résultats. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée.